Euh, Auriez-vous par hasard projeté d'être cohérent dans votre poupumentaire? Hein? Eh oh! Bonjour! Ce que vous vous apprêtez à regarder est un best-of d'un live Twitch. Certains passages sont volontairement modifiés pour contourner les problèmes liés aux droits d'auteur. Merci pour votre compréhension. Pour soutenir mes crises de nerfs, n'hésitez pas à lâcher un pouce d'iguanodon et commenter la vidéo, et évidemment, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour ne rien rater. Installez-vous confortablement devant votre écran, je fournis le sel, bonne vidéo. Attachez vos ceintures. Voici un tigre à dents de sabre, le Smilodon. Face à lui se dresse un immense oiseau-terreur de 2 mètres de haut. Alors, est-ce un choix artistique de dire qu'on a un tigre à dents de sable, en particulier le genre Smilodon, parce que oui, le tigre à dents de sable, ce n'est pas forcément Smilodon, ça peut être n'importe quel Macérodontiné, ça peut être Macérodus, ça peut être encore un autre, bref. Donc ils ont précisé le genre du tigre à dents de sabre, l'oiseau terreur. Il va se faire mettre. Parce que les oiseaux terreurs, c'est pareil, hein, il y en a beaucoup. Non, franchement, honnêtement, j'ai vu des critiques en disant « Ouais, c'est dégueulasse, le truc il est moche. » Trouvez ça moche, vous? Regardez le design. Enfin, le détail, quand même, il est pas mal. Ah ouais, on n'est pas du niveau de Préhistorique Planet qui a mis 10 ans pour sortir. Donc ils ont pris leur temps sur le design et compagnie et se sont viandés à certains moments, mais c'est pas grave. Mais là, dire que c'est moche, non, c'est abusé quand même. C'est abusé. C'est quoi cette bestiole? Ne me dites pas que c'est un T-Rex. C'est pas un T-Rex. We have a T-Rex. Non, ne me dites pas que c'est un T-Rex avec des plumes. Encore? C'est bien, les deux documentaires de 2023, Préhistorique Planet et puis... Enfin, 2022, pardon. Préhistorique Planet et puis Life on Our Planet de mes gonades. Eh ben, ils ont foutu des plumes tous les deux au T-Rex. Alors que les dernières études scientifiques, qui datent quand même de quelques années, démontrent qu'il en a pas. Les requins sont de véritables fossiles vivants. Bon bah allez, c'est bon. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! On est à peine à 3 minutes 40. 2023, tu ne peux plus te permettre de dire fossile vivant. Même espèce panchronique, c'est banni. Dont l'évolution a quasiment cessé depuis des centaines de millions d'années. En soi, un requin ressemble à un requin, comme un mammifère ressemble à un mammifère. Un poisson, ça ressemble à un poisson. Non mais bien, la paléontologie, les lignées vont se faire bien fister avec des orties là aujourd'hui. C'est bien. C'est fou, je me touche à la tempe ici, je sens la circulation du sang qui fait poum, 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 poum. Et les oiseaux sont les derniers descendants des dinosaures. Oh no! Oh no! Oh no, 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 no! La plus grande des dynasties de l'histoire. Mais non, mais arrêtez! Mais arrêtez! Surcoté les dinosaures! Merde! C'est surcoté! C'est pas une dynastie! Les requins ont été une dynastie certainement plus importante et certainement sur le plus long terme que les dinosaures! C'est un documentaire ou un essai de poésie? Je pense que c'est de la poésie. C'est comme Préhistorique Planet, c'est de la poésie. Ça n'a rien d'un documentaire. Et là? Et là, il n'y a pas de plumes? Pourquoi on voit des plumes dans le générique et là, non mais je rêve pas, on voit pas de plumes. Encore moins de plumes sur le jeune. Auriez-vous par hasard projeté d'être cohérent dans votre poupumentaire? Hein? Eh oh! Eh oh! Alors oui? I really hate that man. Chapitre 1, les règles de la vie. Ouh là là, ça pue. Et la toute première trace de celle-ci remonte à 4 milliards d'années. Source? Ah bah non, on est dans un documentaire poétique. Donc les sources, on n'en met pas. C'est pratique. On appelle ça un documentaire, on dit c'est bon, c'est la vérité quoi. La source la plus récente sur le sujet que j'ai vue, on est sur une apparition de la vie à 3 milliards 800 millions d'années. Vous allez me dire, 200 millions d'années c'est chipoté. Oui, c'est chipoté. Mais 200 millions d'années c'est important. Donc là, 4 milliards d'années, j'imagine qu'ils ont arrondi, ou alors il faut me fournir une source. Parce que alors là, c'est fou. Mais il en a résulté une microscopique cellule vivante, Lucas. Oh non, mais non! Lucas, c'est l'ancêtre de tout le monde, mais c'est hypothétique, il est hypothétique. Vous pouvez pas dire que la plus ancienne cellule s'appelait comme ça, c'est insensé de croire qu'il y a eu qu'une seule cellule qui nous a engendrés. C'est n'importe quoi. 450 millions d'années? Non, on a raté des trucs là quand même. 1 milliard 200 millions d'années, les premières algues. À 997 millions d'années,
Les premiers champignons. Les premiers échinodermes, les premiers mollusques, 635 millions d'années. La plus ancienne méduse, 600 millions d'années. Les premiers arthropodes, avec Parvancorina, 565 millions d'années. 535 millions d'années, le premier vertébré. On a raté les premières plantes terrestres. On a raté quand même pas mal de trucs. Et d'ailleurs, oui, Arthropleura, là, on est au Carbonifère. On n'est plus à 450 millions d'années, là. Pour les dates, Carbonifère, on est entre 359 et 299 millions d'années. On a fait un petit bond dans le temps, sans qu'on le sache. La structure inédite de leur corps, composée de 4 membres et d'une colonne vertébrale, s'est avérée la matrice idéale pour le triomphe des espèces. Non, je vais pas relever, mais c'est pas le plus idéal. S'il y a un milieu à conquérir avant tout, c'est les océans. Bah, la planète Terre, c'est 70% des océans, hein, quand même, en termes de surface. Donc c'est plus avantageux de rester dans l'eau, en fait. Cette épopée, des prémices de la vie à la variété infinie d'espèces que nous connaissons aujourd'hui, a été rendue possible par quelques principes fondamentaux. Les règles de la vie. Ah, la vie n'a pas de règles. Il y a des limites à ce que la vie sur Terre peut faire, il n'y a pas de souci. À mon avis, il voulait parler de la théorie de l'évolution, des phénomènes naturels qu'on a pu mettre en avant. Je pense que ça va être ça. Mais résumer la théorie synthétique de l'évolution avec des principes en quelques minutes, aïe, j'ai peur. Première règle, l'être vivant le mieux adapté prévaudra toujours. Ça veut rien dire le mieux adapté à quoi? À l'environnement, mieux adapté face à la concurrence, mieux adapté à la fuite, mieux adapté à quoi? En fait, c'est ça le truc, c'est une règle débile. Mais ils ont chacun une combinaison génétique différente, ce qui les rend tous absolument et complètement uniques. Ça c'est vrai, chaque individu est unique. Mais les chenilles ne sont pas les seuls à savoir évoluer. Alors les chenilles ne savent pas évoluer, parce que l'évolution est indépendante d'une volonté, et d'une conscience aussi. Mais les plantes savent se venger. Ah là on parle de vengeance de plantes, allez super. Seconde règle de la vie veut que de la compétition naisse l'adaptation. Oh là, attends, alors seconde règle, ça veut dire qu'il n'y en a pas 3. T'as résumé tous les principes de la théorie synthétique de l'évolution en seulement 2 principes? La ruse du smilodon est une des raisons de la disparition des oiseaux terreurs. Mais non, c'est pas une question de ruse. Alors déjà, bon, j'aimerais revenir sur la tactique de chasse des 2 smilodons, hein, ils sont 2. S'ils chassent en groupe, ils doivent encercler. Les trucs solitaires, oui, ça fonce dans le tas, etc., ça s'approche doucement et tout. Mais normalement, quand vous faites une tactique de chasse en groupe, t'es censé faire par encerclement. Donc au bout d'un moment, les 2 viennent de la même direction. Logique ou pas? Pour moi, ça ne l'est pas en termes de comportement. Puis là, de dire que c'est à cause de la ruse des smilodons que les oiseaux terreurs sont disparus, ils occupent une niche écologique qui est à peu près équivalente. Ils mangent à peu près les mêmes proies, sont des grands prédateurs aussi, donc au bout d'un moment, quand t'occupes la même niche écologique, il y a de la concurrence qui rentre en jeu. Si je meurs après avoir utilisé ruse, Chrome se rira de moi et me jettera hors du Valhalla. Si les gens ont la ref, vous êtes des vrais. Le champ de bataille change lui aussi. Non, c'est Ce pas qui nous Conan. amène à la 3e règle de la vie. La Terre Attends, il y a une 3e? Ah bah c'est bien, ils ont fait une faute de français dans la traduction. Tu dis pas seconde s'il y a 3e. Retenez bien ça, c'est une règle de français, hein. ne reste jamais stable très longtemps. La 3e règle, en fait, c'est le catastrophisme. Alors c'est vrai que les catastrophes naturelles ont énormément impacté la vie, c'est même logique. Par 4 fois, la planète a poussé la vie aux limites de la disparition complète. J'ai entendu 4 fois, ils ont squeezé une crise là. J'ai pas rêvé, ils ont bien dit 4. Dans les 500 derniers millions d'années, on a eu 5 grandes crises. On a eu la crise ordovicien-silurien il y a 444 millions d'années, qui a fait disparaître 85% des espèces marines. On a la crise dévonienne, donc de la fin du Dévonien, 372 millions d'années, 75% des espèces totales disparaissent. Le 252 millions d'années, on est à la crise Permo-Trias, 95% des espèces marines disparaissent, 70% des espèces terrestres. 4e crise, crise Trias-Jurassique, 201 millions d'années, 75% des espèces totales disparaissent. Et enfin, la crise la plus connue, 66 millions d'années, Crétacé-Paléogène, KPG pour les intimes, 75% des espèces totales disparaissent aussi. Il y a eu 5 crises, au moins. Donc là, ils disent que 4, je me demande laquelle des 5 est passée à la trappe. Notre planète peut être hostile. Notre planète est hostile. L'oxygène en soi, pour beaucoup d'espèces, au tout début, c'était un poison, donc... La vie trouve toujours un chemin. Voilà.
C'est quoi ces dinosaures avec une paire de gonades sur le front? Voici des Mayazora. Ah, on les cite. Privilège pour le Smilodon et le Mayazora. Ah bah super. Et Mayazora, il a une paire de testicouilles sur le front. Je savais pas ça. Non, c'est pas un coucouille, c'est une dent frontale pour voir dans la nuit. Cette femelle prudente a hâte de retrouver son nid et ses petits. Mais ils étaient pas en train de migrer, là, les trucs? Ils migrent puis ils retrouvent leur nid, y a pas de logique. Une bonne Mayazora mère. signifie petite mère. Petite mère, non, lézard, bonne mère, c'est tout. Elle atteint son propre nid. Donc en gros, elle a abandonné ses petits pendant... je sais pas combien de temps, là, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors c'est pareil, le skin, la texture ça va, mais les couleurs, là, rubanées comme ça, censé être quand même dans un milieu où il y a des plantes. Je sais pas, arrêtez-moi où je me trompe, mais normalement c'est censé être une sélection vis-à-vis de l'environnement. Et pareil pour les petits, là, le motif qu'ils ont fait, ça fait plus des petits qui sont en forêt et qui se cachent dans les fourrés avec des ombres et compagnie. Enfin, je sais pas, ça fait quand même plus ça. Lézard bonne mère, c'est pas une bonne mère dans le docu, non, en effet. Hein, et le mal y pue. Est-ce qu'on peut pas imaginer dans un documentaire où c'est les deux parents qui s'occupent des petits, même chez les Mayazora? Elle nourrit ses petits d'une manière qui n'est pas sans rappeler celle des oiseaux. Bon, effectivement, la régurgitation, normalement, ça aurait dû être le cas chez les dinosaures, effectivement. Un gésier, techniquement parlant, ils sont censés pouvoir régurgiter la nourriture pour nourrir les petits. Ça me rappelle un documentaire que j'avais vu avec un allosaure, là, qui avait la mâchoire complètement pétée et tout, et puis qu'il disait dans le documentaire que la mère l'avait abandonné et tout. Non, hein. S'il a survécu, le machin, c'est justement parce que la mère l'a certainement nourri de cette façon. Parce que sinon, il peut pas arracher de la nourriture ni rien avec sa mâchoire complètement pétée. Elle a su s'adapter dans un monde où la meilleure forme de défense reste l'attaque. Non, elle va pas se mettre à attaquer volontairement les carnivores, faut arrêter. C'est une forme de défense, point. Et après, effectivement, les cornes peuvent servir entre les mâles, pour la saison des amours, etc. Ah oui, effectivement, c'est le bruit du T-Rex de Jurassic Park. Ah oui, oui. C'est full T-Rex de JP. Oh là. Alors là... Là, je demande une source. Je veux une source. Parce que alors là, mettre 66,04 millions d'années, pour que ce soit aussi précis, il faut une source. Tu me mets 66 millions d'années, je dis rien, il n'y a pas de souci. Mais là, 66,04, c'est du n'importe quoi. Donc 66 millions d'années et 40 000 ans. Pourquoi être aussi précis, je ne sais pas. 14h37 et 25 secondes. C'était un mardi. Bon, à ce moment-là, en fait, techniquement, la crise a déjà débuté, puisqu'on a le volcan en Inde qui a fait ses premiers grands épanchements volcaniques pendant un petit moment. Techniquement, la crise a déjà plus ou moins débuté 100 000 ans avant 66 millions d'années. Un mur de cendres et de débris de centaines de kilomètres d'épaisseur s'est répandu tout autour du globe, bloquant toute la lumière du soleil. Si ça a bloqué totalement la lumière du soleil, comment vous expliquez que les plantes ont survécu? Plus de soleil, plus de photosynthèse, donc plus de plantes. Tout le monde aurait dû disparaître dans ce cas. Est-ce que vous vous souvenez d'une année où on a eu un nuage du Sahara pendant plusieurs jours en France? C'était il n'y a pas si longtemps hein, d'ailleurs. Et en fait ce nuage, alors qu'on a qualifié vulgairement de nuage de sable, mais c'est pas du sable, hein, c'est du limon. Voilà. Cette poudre, c'est du limon, c'est de l'argile si vous voulez, qui a été mis en suspension depuis le désert du Sahara et qui est arrivé jusqu'au le ciel français, notamment, entre autres. Et qui nous a obscurci le ciel pendant, je crois, 2-3 jours. On a été 2-3 jours à être privé de soleil, à avoir une espèce de voile nuageux orange-jaune dans le ciel, et ça a déposé en plus ces fines particules sur toute la surface de la France. Alors, fines particules qui se déposent sur les plantes. Donc ça bouche les sporanges, etc. pour aider à la respiration de la plante en elle-même, et ça bloque également la photosynthèse. Parce que ça recouvre les feuilles, donc en soi déjà, ça masque les feuilles, donc ça diminue l'effet de la photosynthèse. En plus, la luminosité est diminuée à cause de ces particules encore en suspension. Si on a pu observer ce phénomène à mémoire humaine sur seulement 3 jours, imaginez quelque chose qui s'opère pendant des milliers d'années. Alors, je parle pas que de la météorite, je parle également des éruptions volcaniques. Parce que c'est avant tout les éruptions volcaniques qui sont le facteur majoritaire dans ce type de crise. Imaginez, qu'est-ce qui va se passer? Ça va diminuer l'activité photosyntétique, donc il y a des plantes qui vont pousser plus difficilement, plus lentement, et qui donc vont pas suffire aux gros herbivores pour pouvoir se nourrir, et donc les gros herbivores
décèdent. Les carnivores vont pouvoir se sustenter des cadavres pendant un premier temps, mais après, au bout d'un moment, ce sera pas suffisant. Et comme ils sont incapables, les gros carnivores sont incapables de chasser des petites proies, eh bien les gros carnivores disparaissent à leur tour. C'est un effet domino. Mais est-ce que ça a provoqué une chute des températures pour autant ? Possible. Mais en l'occurrence, ce qui est sûr, c'est que une petite poudre comme ça, qui diminue l'activité photosynthétique des plantes pendant 3 jours à mémoire humaine, a été observée, imaginez, sur plusieurs milliers d'années. Et là, en plus, le rayon d'impact qu'ils sont en train de faire, il est trop conséquent. Voilà, regardez. 3/4 des formes. Non mais regardez, l'impact, il a eu lieu là, il y a tout qui va être recouvert, c'est du n'importe quoi. C'est tout en dessous, vous voyez, il y a du rouge partout, ça veut dire que tout est en train de brûler. Mais c'est du n'importe quoi. C'est la 5e grande extinction. Mais... Et là, ils disent que c'est 5. Ah, ne me dis pas que les 4, ils étaient en train de dire, hein, la Terre a vécu 4 extinctions, mais parce qu'on était dans le Mésozoïque. Ah, si c'est ça, non, franchement, c'est pas ouf, hein. Tu dis 4 à un moment et maintenant tu dis 5, faut arrêter. Les oiseaux ont été les seuls dinosaures à survivre. Mais là maintenant vous dites que c'est des dinos. Vous avez dit que c'était des descendants tout à l'heure. Donc comment résumer cet épisode 1 ? Eh ben, l'épisode 1, pour moi vraiment, ça m'a calmé quand je l'ai vu la semaine dernière. J'ai eu du mal à me dire il faut que je regarde la suite. On commence à rentrer dans une ère de documentaire où on fait de la poésie. Et le texte, on ne le travaille pas. Pourtant, c'est fondamental. Ce docu, honnêtement, il était très attendu. Visuellement, encore une fois, c'est une pépite, je pense. Je pense que c'est quelque chose qui va bien vieillir dans le temps. Mais en termes, encore une fois, de qualité scientifique, on n'est pas là. On a des immondices quand même qui sont dites... on peut pas dire c'est un bon documentaire. C'est un bon visuel, un bon panorama, mais c'est pas un bon documentaire. Mais Prehistoric Planet, j'ai eu le même sentiment. Saison 1 et 2, j'ai eu les mêmes sentiments de me dire, c'est beau. Mais d'un point de vue scientifique, moi, Masiakasaurus, il est toujours là, quoi. Sur Prehistoric Planet, ils ont totalement raté ce dinosaure et c'est passé au calme devant tout le monde. Tout le monde a applaudi ce documentaire. C'est comme sur la Terre des dinosaures, hein, il a ses défauts aussi, hein, pour l'époque aussi. Utahraptor en Europe, ça reste du n'importe quoi.